suis fière de rire, de m'amuser. Je peux donner une part à tout le monde de ce que j'ai à l'intérieur. Il y en a beaucoup qui peuvent pas donner ce qu'ils ont à l'intérieur. Moi je peux hop, moi c'est ouvert. Ah, this is the dream. I dig it blues. Même I dig it pas I dig it blues. mort. Oh, rien de rien. Non, je ne regrette rien. J'aime bien celle-là. Même pas mort. Même pas mort, c'est le podcast des Petits Frères des Pauvres, l'association qui lutte depuis 1946 contre l'isolement des personnes âgées. Avec cette saison 3, notre objectif est toujours de changer de regard sur la vieillesse, afin de cultiver les liens qui nous unissent à nos aînés. Et cette fois, on vous emmène à la rencontre de Georges, Adolpha, Moulay, Madeleine et Jean Gilbert. Âgés de 64 à 83 ans, ils ont tous fait face à de grandes difficultés. Mais les galères ne sont pas leur unique point commun, car au-delà de l'adversité, ils partagent la même fierté bien placée, la même détermination lumineuse. Pour nous, ces personnalités flamboyantes ont accepté de se confier sur leurs forces, leurs talents et sur les petits bonheurs de tous les jours qui mettent du baume au cœur. Je suis Fiona Hyper, je suis journaliste, et à travers ces 5 portraits, je vous invite à vous laisser guider par leur élan de vie si précieux. Adolpha aimé Caroline Van Mirag. Je suis née le 3 juin 1948 à Lille et je vis toujours à Lille. Lilloise pure souche, Adolpha aime tout de cette ville, surtout les gens et encore plus ceux qui la reconnaissent dans la rue. Quand elle sort, elle porte du rouge parce que c'est la couleur de l'amour, de la joie et aussi parce qu'on se fait remarquer quand on est en rouge, même si Adolpha n'a pas vraiment besoin de ça. Sa gouaille-ch'ti, son rire tonitruant dans sa bouche édentée, les expressions qu'elle emploie à tout bout de champ et les airs qu'elle entonne à la volée suffisent à attirer tous les regards. Adolpha a grandi dans une famille de 9 frères et sœurs dans laquelle elle s'autoproclame le rebut. Sa mère l'a mise dehors plusieurs fois. Aujourd'hui, elle se rappelle avec dégoût les rats qui couraient dans la cave où elle se réfugiait. Dès qu'elle a pu, elle a quitté la maison, officiellement cette fois, au bras d'un homme. Elle avait 17 ans, lui 33. Et puis, elle a connu le travail à l'usine, les mariages ratés, les enfants à élever, la rue, les violences conjugales. Une vie difficile à laquelle elle a toujours fait face par le rire et l'humour. En humour, j'en ai revente. J'adore rire. J'adore rire, j'adore chanter. Tu veux que je te chante une chanson? Fais-leur y voir aux copains que t'as point du sang de lapin. T'oses tu pètes, allume les mirettes, sinon prends garde à ta dos, chez la valse à Julot. Ça m'a toujours aidé, j'ai toujours rigolé. Même quand ma mère elle a gueulé ou bien n'importe quoi, je me mettais à la fenêtre, je m'amusais à chanter et je rigolais. Les gens restaient au rez-de-chaussée, je m'assieds sur le bord de la fenêtre et puis je chantais des chansons. J'ai toujours eu la joie de vivre. Hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'on dit toujours, quand on rigole, la grimace elle est belle. Si tu es brave, on est moche. Alors aussi qui a envie d'être moche, il peut être moche. Mais je veux être belle. Car j'ai 76 ans, et ben pour moi j'ai toujours 20 ans. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des caractères de chien. Alors ceux-là, ils vieillissent plus vite que les autres. Mais je ne peux pas vieillir. Je vais en montant, pas en descendant. Adolpha a écrit un livre pour raconter son histoire. Son autobiographie, intitulée « Une vie bien rangée », est même devenue une pièce de théâtre avec Corinne Maziero notamment. Entourée de sculptures en papier mâché créées par Adolpha, la comédienne lisait pendant que la principale concernée poussait la chansonnette comme à son habitude. On lui a demandé ce qui l'avait motivé à coucher sa vérité sur le papier. J'ai marqué tout ce qui m'est arrivé, quoi.
Alors, c'était pour que les gens ils comprennent qu'est-ce qui s'est passé, que ma vie, elle a été assez dure, quoi. C'est pas une vie facile hein, que j'ai eue. Les attouchements de mon père, parce que j'étais touchée par mon père. J'ai eu 5 têtes au carré par un que j'ai resté avec, il s'appelait Léon. Il lui a foutu une dérouillée et il a acheté une carabine pour tuer mon garçon. Et moi, j'ai pris la carabine, j'ai tiré dessus. Je l'ai tué, j'ai fait 11 mois de prison. C'est pas beaucoup, 11 mois. Hein. Non, ça passait vite. Au contraire, tous les filles de la prison, je se mettaient à la fenêtre et disaient Adolphe. Alors je dis ouais, chante-nous une chanson et je chantais pour tout le monde. J'ai 56 ans, je m'appelle les Didi. Non, tu t'appelles pas les Didi. Est-ce que t'es les Didi? Non. Là, il faut que tu donnes ton vrai nom. Je répare de l'électroménager. Je l'ai appris en prison. Parce que j'ai tué mon mari. Attends, Chantal, il faut que tu nous aides un peu. J'aime pas mentir. Oui, mais tu mens. C'est pour les Didi. C'est la plus moche qui trouve un mec. Il est pas mal le qu'il a. T'as vu l'engin, il est bien. Adolpha rédige ses mémoires pendant son incarcération pour le meurtre de Léon, pour lequel la légitime défense a été retenue. En 2019, le succès de l'ouvrage lui permet de décrocher un rôle au cinéma. Elle retrouve Corinne Maziero dans Les Invisibles, une comédie de Louis-Julien Petit sur les femmes SDF. Elle y joue son propre rôle, en totale improvisation. Ce film est aujourd'hui sa plus grande fierté, le coup de projecteur tant espéré sur cette personnalité qui a souvent cohabité avec l'ombre. La question de la précarité est au cœur de ce long métrage sur des femmes en réinsertion. Adolpha, née prolétaire et habituée aux situations de précarité, nous parle de son rapport à l'argent. J'ai 800 et quelque chose, tous les mois. Ouais, mais j'ai mon garçon, il me donne quand même 400 euros tous les mois, hein, pour dire que je vais chercher à manger, quoi. Et ça me fait quand même du 1200, ça fait 1200, 1300. C'est déjà pas mal, hein. Je paye mon loyer. Oh, j'ai payé des bagues à ma garçon pour son anniversaire. Des chevalières, ils sont là. C'est l'argent qu'ils me donnent. Alors, j'ai payé des trucs en argent pour mettre à ses doigts. Il était content, il est tout heureux. Bah, de toute manière, on peut vivre sans argent. Hein. Du moment qu'on a ce qu'il faut pour manger, on n'a pas besoin de beaucoup de sous. Hein. Celui qui dit qu'il a besoin de beaucoup de sous, c'est celui qui ça crève la faim. J'ai des belles choses. La plus précieuse que j'ai achetée, ben, c'est des trucs pour ma garçon, pour des colas, ces bagues. Si je gagne 1 million, je m'achète une maison et une voiture. C'est les 2 trucs que j'achèterais. J'aimerais bien avoir une voiture, une AX. T'es tranquille si t'as une petite voiture, tu peux aller faire tes cours, c'est vrai, hein? Un rez-de-chaussée avec un jardin pour le chien et 2 chambres. Une chambre pour moi, une chambre pour ma garçon. Ça, c'est mon rêve. Et puis, je mettrai les autres sous de côté. Comme ça, si je viens à mourir, ils sont obligés. Ils disputeraient pour savoir qui c'est qui va en avoir le plus. Pour Adolpha, la valeur des choses dépend de l'importance qu'on leur accorde. La joie dans les yeux de ses enfants et petits-enfants lorsqu'elle leur offre des cadeaux, la liberté d'une escapade en voiture, ou encore l'évasion offerte par la télévision, fidèle compagne de ses journées passées à la maison. Aujourd'hui, elle partage un appartement avec l'un de ses fils et son chien, où les couleurs vives sont partout, sur les murs, sur la fresque qu'elle a choisie pour le salon, sur ses peintures qu'elle expose dans le couloir, et pourtant, c'est dans sa chambre, où trônent des affiches des Invisibles et de son livre devenu spectacle, qu'Adolpha passe le plus clair de son temps. Oh, bah, en ce moment, bah, je dors beaucoup. Parce que j'en ai besoin. J'ai pas dormi beaucoup dans ma vie. Et maintenant, j'ai besoin de dormir. Alors, je dors. Et mon garçon, quand il rentre, ben, on discute un petit peu. Ça va, il parle un petit peu avec moi. Hein. J'aime bien regarder les reportages. Mes loisirs préférés, c'est dessiner, c'est jouer à l'ordinateur, jouer
au téléphone, les jeux. Ce que je préfère, c'est quand j'ai du monde. J'adore parce que je peux parler. Comme je suis toujours tout seul, que je peux plus sortir, que j'ai du mal à marcher. Selon le nouveau rapport des Petits Frères des Pauvres, publié en octobre 2024, 14% des 60 ans et plus se sentent seuls tous les jours ou souvent. Un sentiment davantage éprouvé chez les personnes qui ne vivent pas en couple et parmi celles qui touchent moins de 1 000 € par mois. On l'a vu dans l'épisode 1 de cette saison 3, la précarité n'est pas qu'une affaire d'argent. Elle se caractérise par une insécurité liée à une situation administrative, sociale ou professionnelle, même si les finances occupent une place primordiale. Michael Zemmour est enseignant-chercheur à l'Université de Lyon et maître de conférences en économie à Sciences Po Paris. Il a notamment travaillé sur les trajectoires de pauvreté en Europe. Pour nous, il définit la précarité en termes économiques. Il n'y a pas une seule définition de la précarité en économie, mais on a des indicateurs, soit de revenus faibles, donc de pauvreté monétaire, soit de difficulté à vivre. Donc l'indicateur le plus couramment utilisé, qui n'est pas forcément le meilleur, mais c'est le seuil de pauvreté, qui est le fait de percevoir chaque mois un revenu inférieur à 60% du niveau de vie médian. On regarde dans la population quel est le niveau de vie médian, celui qui sépare la population en deux. Et quand on est trop bas, trop éloigné par rapport à ce niveau de vie, on est sous le seuil de pauvreté. Puis il y a des indicateurs un peu plus fins, ce qu'on appelle la pauvreté en conditions de vie. On demande aux individus s'ils sont soumis à des privations matérielles. Par exemple, ne pas pouvoir partir en vacances pour des raisons financières, ne pas pouvoir faire face à une dépense exceptionnelle. Et on fait des scores, et c'est un autre indicateur qui recoupe pas forcément le premier d'ailleurs, qu'on appelle la pauvreté en conditions de vie. En France, en 2024, le seuil de pauvreté s'élève à 1 216 € par mois pour une personne seule. Voilà pour la définition générale. Pour le reste, nous avons demandé à notre expert si certains facteurs pouvaient favoriser les situations de précarité au-delà de 60 ans. Statistiquement, les évolutions de la retraite et notamment le minimum vieillesse protègent plutôt les personnes âgées de la pauvreté, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'abord des personnes âgées pauvres et puis des difficultés particulières qui sont liées à l'âge. Donc il y a des facteurs de précarité qu'on peut identifier. Le premier, c'est la propriété du logement. On a 80% des personnes retraitées qui sont propriétaires, et donc elles n'ont pas de loyer à payer, même si elles peuvent avoir des charges. Mais donc on a 20% de personnes âgées qui ne sont pas propriétaires. Probablement, ce sont ces personnes-là qui ont le plus de difficultés financières. La deuxième chose qui vient en tête, c'est les frais de santé, puisque les complémentaires santé sont chers et leur prix est lié à l'âge. Et quand on est à la retraite, c'est plus l'entreprise qui vous paye la moitié de votre complémentaire santé. Donc en moyenne, une complémentaire santé, quand vous avez passé 70 ou 75 ans, ça coûte de l'ordre de 1 500 € par mois, c'est-à-dire l'équivalent d'un mois de retraite en moyenne. Donc c'est extrêmement cher et ça peut être un deuxième facteur, même s'il y a des aides pour les plus modestes. Le rapport annuel des Petits Frères des Pauvres nous enseigne en effet qu'une personne âgée pauvre sur 10 indique ne pas avoir de mutuelle, soit 2 fois plus que l'ensemble de la population, un chiffre qui double chez celles et ceux qui gagnent moins de 750 € par mois. Peut-être une troisième spécificité pour les personnes âgées, c'est que une fois que vous êtes à la retraite, vous n'avez plus de perspective que votre situation financière s'améliore. Dans la vie active, il y a des hauts et il y a des bas, mais il peut toujours ou souvent y avoir l'espoir que ça ira mieux dans 1 an ou 2 ou d'avoir une augmentation de salaire. En gros, quand vous êtes à la retraite, votre retraite stagne et ne suit pas tout à fait l'évolution des prix, mais stagne. Et donc du coup, les difficultés financières auxquelles vous avez à faire face, il n'y a pas d'autre ressource qu'une pression sur les dépenses. Puis il y a une autre source de précarité dans notre système que connaissent notamment les femmes. Vous connaissez peut-être le système de la décote. Si vous n'avez pas une carrière complète, votre retraite est pénalisée. Et pour annuler cette décote, c'est-à-dire avoir une retraite toujours faible mais sans la pénalité, il faut atteindre l'âge de 67 ans avant de prendre sa retraite. Et quand on regarde les statistiques, c'est typiquement les femmes, les personnes qui ont les plus petites retraites, qui vont attendre l'âge de 67 ans pour liquider leur retraite. Et souvent, elles attendent en dehors de l'emploi. Donc soit en vivant sur leurs économies, sur le revenu du conjoint. Donc ce système de décote se concentre particulièrement sur les retraites les plus modestes et donc on pourrait à la fois avoir un minimum de pension un peu mieux garanti et remettre en cause cet âge qui est censé inciter tout le monde à travailler un peu plus mais qui en pratique se concentre sur les personnes qui ont les retraites les plus modestes et souvent qui ont eu les carrières les plus difficiles. Au-delà de l'aspect financier ou économique en lui-même,
Quelles sont les répercussions concrètes d'une situation de précarité lorsqu'on a dépassé la soixantaine ? Pour Michaël Zemmour, il est important d'ajouter du contexte avant de répondre à cette question. En fait, les conséquences vont être très différentes selon le milieu dans lequel on vit. Ce que nous disent aujourd'hui depuis longtemps les sociologues, notamment sur la pauvreté ou sur la précarité, c'est que c'est pas la même chose d'avoir le même revenu si on est très entouré, si on vit dans un milieu social très dense, ou alors si on est seul, sans ressources non monétaires. Si vous avez dans votre entourage une voisine, un voisin ou vous-même qui êtes capable de réparer une fuite d'eau, ou si vous avez à faire face à une dépense de plombier, vous êtes dans une situation très différente et cet élément-là peut se démultiplier sur les questions de transport, par exemple, de logement ou d'accès aux loisirs. Donc c'est la première chose qui vient en tête, c'est quelles sont les ressources ou le degré d'intégration sociale, parce que c'est constitutif du mode de vie et ça se voit pas forcément dans les statistiques. Et ensuite, il peut y avoir des réflexes de privation, ce que montrent un peu les enquêtes. Si votre budget se dégrade, si vos charges fixes augmentent, par exemple liées au chauffage, et que votre retraite n'augmente pas, vous allez rogner. Alors, probablement que les personnes les plus aisées rognent sur l'accessoire, peut-être changent de vacances, etc. Tandis que d'autres vont rogner sur l'essentiel. Vous avez parlé des soins de santé, ça peut être un exemple, ça peut être les loisirs, ça peut, même si c'est sans doute plus rare, être sur l'alimentation. Dans leur nouveau rapport, les petits frères des pauvres se sont penchés sur les restrictions des personnes de 60 ans et plus vivant sous le seuil de pauvreté en France. Les résultats de cette étude révèlent qu'au cours de l'année écoulée, 43% des interrogés se sont privés d'aller au restaurant et 41% ont limité leurs déplacements et ne sont par exemple pas partis en vacances. Un quart des personnes a arrêté de chauffer son logement alors qu'il faisait froid, 17% se sont privés de nourriture, 14% de consulter un médecin alors qu'elles étaient malades. Pour éviter d'en arriver là, il existe plusieurs dispositifs d'aide, comme l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie pour aider aux dépenses liées à la perte d'autonomie. Il y a aussi l'allocation simple d'aide sociale aux personnes âgées, qui garantit un revenu minimum quand on n'a pas de retraite. Il existe aussi l'ASPA, l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, qui compense une faible pension de retraite. Anciennement appelée le minimum vieillesse, cette allocation plafonne à 1 012 € par mois et 2 centimes pour une personne seule, un montant sous le seuil de pauvreté qui montre que les aides ne suffisent pas toujours à bien vivre. Michaël Zemmour nous parle de ces limitations. D'abord, il faut attendre l'âge de 65 ans pour l'apercevoir. Ensuite, c'est une aide qui est familialisée. Donc, pour être concret, si vous vivez avec quelqu'un qui a une retraite moyenne et que vous n'avez, vous, aucune ressource, vous n'avez pas le droit à l'ASPA. L'ASPA va prendre en compte les ressources de l'ensemble de votre famille. Et notamment en termes d'autonomie des femmes qui ont souvent des retraites faibles, voire très faibles. Le fait de ne pas avoir un droit en propre, ça peut être un obstacle à la séparation, par exemple. Si vous vous séparez, vous y aurez droit, mais le temps de la séparation, vous n'avez pas cette protection financière. Autre chose, on voit un taux de non-recours à cette aide très important, comme pour tous les minima sociaux. Mais donc, il y a beaucoup de personnes qui auraient le droit au minimum vieillesse et qui n'y ont pas droit. Une des explications, c'est sans doute pas la seule, mais c'est la peur de ce qu'on appelle le recours sur succession. C'est-à-dire que si vous avez recours à l'ASPA, l'État peut saisir une partie de votre héritage, typiquement votre maison, au moment du décès. Alors souvent, les gens ont peur de ce recours sur succession, alors qu'en fait, il concerne peu de monde. Il y a un plafond. Jusqu'à 100 000 €, on ne peut rien prendre à votre succession. Donc, il vaudrait mieux avoir recours à l'ASPA. Donc, on a un dispositif qui est plutôt protecteur, mais on n'est pas à un niveau où on aurait une sorte de revenu d'existence des personnes âgées, qui pourrait arriver peut-être plus tôt que 65 ans. 65 ans, c'est après l'âge minimal de la retraite, et qui pourrait vraiment protéger, donner une garantie stable aux individus, pas uniquement aux ménages, à l'approche de la retraite ou dès l'âge de la retraite. En France, 50% des personnes seules éligibles à l'ASPA ne la demandent pas. Pour comprendre les tenants et les aboutissants du taux de non-recours et pourquoi les personnes âgées sont particulièrement concernées, vous pouvez écouter l'épisode 5 de la saison 2 de Même pas mort avec la défenseure des droits, Claire Hédon. Face à la précarité, chacun développe ses propres stratégies de défense. La débrouille pour certains, l'engagement pour d'autres, ou encore l'humour et le rire, comme Adolpha, pour faire fuir l'apitoiement sur soi. Dans son article « Les mondes ordinaires de la précarité et de la solitude au grand âge », le sociologue Arnaud Campéon développe que, je cite, «
Contre l'écueil de la victimisation, il faut néanmoins se garder d'une vision fataliste de la situation et rendre compte des négociations mises en œuvre. Pour nous, ces négociations, véritables arrangements avec soi-même pour défier les galères, sont la preuve de la force qui gronde sous la misère. Cette nuit, un ange il m'a souri. Même pas mort est un podcast proposé par les Petits Frères des Pauvres. J'ai écrit et enregistré cet épisode. Lucie Lossel l'a réalisé et Audio Tactique en a composé la musique. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur les plateformes et surtout à en parler autour de vous. Pour aller plus loin, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site des Petits Frères des Pauvres. À très vite. Même pas mort.